Salut tout le monde, bienvenue dans le trio économique avec Vincent Gelozo qui parle 80% du temps et Frank la Dédamiseur et Yann Sénéchal qui sert de divertissement à la cause. Disons-le comme ça. J'ai déjà été plus amusé. Écoute, je fais le gentil. Là. Reste tranquille. On est présentement en temps électoral, donc on va quand même faire un gros effort pour rester intemporel. C'est réellement ce qu'on veut parce que on le sait, les auditeurs du trio économique, là, on ne se fait pas de cachette, vous les écoutez vraiment en retard. On le voit dans nos statistiques. C'est pas urgent pour vous écouter un trio économique dès qu'il sort. Vous pouvez l'écouter souvent 2, 3, 4 mois après sa sortie. C'est pour ça on essaie de faire le plus possible un effort pour que ça reste intemporel pour que vous puissiez bénéficier de ça. Ce que ça veut aussi dire, c'est que si vous appréciez l'épisode aujourd'hui, remontez dans le temps, là, fouillez sur notre chaîne YouTube, fouillez sur Spotify, fouillez même sur Facebook. C'est un peu plus dur sur Facebook, on va se l'avouer. Mais n'ayez pas peur de remonter dans le temps parce que là, on est quoi? C'est le 65e épisode? On est dans cette zone-là, Frank? 67, je pense, aujourd'hui. 67. Fait que, on est vraiment dans une position où est-ce que les 66 autres sont pas pires. Tu sais, c'est sûr que le premier tout, où est-ce qu'on parle de Vincent Gelozo, c'est qui, tout ça, il est vraiment à poche. Fait que, c'est comme on parle de son parcours académique, tout. Fait que si tu remontes du début de tout, puis tu t'appuies, ça se peut que tu trouves que ce soit pas bon. Mais les autres d'après sont mieux. Fait que décourage-toi pas si tu n'as pas aimé le premier épisode qui est plus sur la vie à Vincent. Ça risque, ça va s'améliorer dans le temps. Okay? Au pire, skip-le. C'est pas la fin du monde si tu manques le premier. Vous pouvez aussi, pour rendre l'épisode plus rapide, enlever toutes les bouts où est-ce que Yann y parle. OK. Mais le pire, c'est que c'est comme vrai. l'intro, là, Vincent. Là. Non, ça me fait plaisir. C'est pas pire. Je pense qu'on est bon pour starter. Mais il y a plein de gens des fois qui m'écrivent. C'est arrivé au moins 10-12 fois que des gens m'écrivent et disent « Hey, vous devriez parler de ça. » Puis je suis comme « Ben, on en a parlé, genre à l'épisode 13. » Puis là, j'envoie le lien. Puis les gens retournent écouter l'épisode. C'est juste qu'ils s'en rappelaient pas ou qu'ils l'ont skippé pour une raison ou une autre parce que cette semaine-là, il n'y avait pas le temps. Mais ça arrive, vu qu'on traite de sujets comme un peu intemporels, ben, toutes les affaires sur le podcast qu'on a fait avec Pierre Desrochers, là, tu peux l'écouter dans 3 ans, puis le contenu n'a pas changé. Il est encore parfait. Là. Il a vraiment été apprécié par notre monde. Vraiment aimé. Ouais. Ça se voit dans les commentaires. Je pense que c'était pas mal un de mes podcasts préférés là, qu'on a fait. C'est le fun d'alterner aussi, de pas tout le temps avoir comme objectif d'avoir des invités, sinon ça va devenir ça peut devenir rapidement redondant, mais là, je pense que c'est intéressant d'en avoir quand c'est pertinent. Il y a tellement d'universitaires comme Pierre Desrochers, par exemple, c'est des gens qui ont de quoi dire. Puis je me rends compte que la tribune qu'on a réussi à développer au fil du temps est vraiment bien adaptée pour un gars comme lui, par exemple. Fait que je pense que Renaud Brossard aussi, quand il était venu, ça avait fait pareil. Ça avait vraiment été intéressant. Puis on va faire un effort réellement pour offrir cette tribune-là à d'autres personnes qui méritent de se faire entendre à ce type de public-là. Parce que il n'y a pas une tonne d'entrevues dans une année, Pierre Desrochers de son côté. Mais quand tu arrives et tu écoutes l'entrevue qu'il a faite avec nous autres, tu dis crème, c'est vraiment beaucoup de savoir à partager. Là. Fait qu'il faut prendre le temps de rencontrer des gens comme ça. Ben, ça, puis surtout des entrevues où tu as le temps de parler. Là. Là, Pierre, il a été capable d'expliquer sa pensée, il a été capable de parler de ses bouquins, de ses articles, des affaires qui l'intéressent, des thématiques, puis être capable d'articuler une réponse en plus que 30 secondes dans une genre de clip qu'on va garder pour faire un bulletin de nouvelles ou quoi que ce soit. Là. Moi, personnellement, c'est pour ça que des fois, je décroche même si les médias plus traditionnels peuvent avoir des invités, des fois que tu te dis « Ah, c'est intéressant qu'il ait amené cette personne-là », mais la personne n'a tellement pas le temps d'articuler ses idées puis de rendre un message de manière claire que tu viens que tu n'en retiens pas grand-chose ou encore les questions sont complètement plantées. Écoute, Pierre, c'est sûr qu'il est invité quelque part puis la première question, c'est Monsieur Desrochers concernant... Pourquoi vous haïssez la nature? Vu que la planète est sur le bord d'exploser, nous sommes en pleine crise climatique et tout le monde va mourir dans les 2 prochaines semaines, pourquoi êtes-vous climato-sceptique? Puis là, t'es comme, OK, mais c'est parce que,
T'es comme obligé de. T'es comme obligé de passer. Là, on te donne 30 secondes pour répondre et les 28 des 30 secondes, ça consiste à essayer d'expliquer pourquoi tu ne répondras pas à une question qui est biaisée. Tu sais. Tu sais, Oui. puis Puis je non sais pas si seulement vous ça, l'avez mais. vu. Ouais, vas-y, Yann. Avez-vous vu passer l'ingénieure? Tout le monde en parle la semaine passée. Elle est en train de faire un peu une tournée. Elle a écrit un livre. C'est une fille, ingénieure, 30 quelques années. Elle a fait quelque chose pour la NASA, puis tout. Je l'écoutais pas l'entrevue, j'étais en haut, mais ma femme elle l'écoutait, puis je l'entendais juste ce qu'elle disait. Puis sur les 15 minutes d'entrevue qu'elle a eues, je pense qu'il y a un gros segment a été comment c'était dur être une femme en ingénierie. Après ça, on a parlé de ses troubles alimentaires quand elle était jeune. Après ça, il y a eu un bout, ça parlait d'intersectionnalité. Là, j'étais là, tabarouette. Ah oui, c'est une fille d'immigrante. On a parlé de ça aussi. Puis on a parlé à peu près genre 1 minute et demie, 2 minutes seulement de ce qu'elle a vraiment fait de trippant sur un robot. Je ne sais pas si elle faisait la programmation, tout ça. J'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'elle faisait. Christy, ça a duré même pas 2 minutes à ce bout-là, sur ce qu'elle faisait vraiment comme ingénieure. Elle a fait de quoi par rapport à Mars? Là? Je veux dire, il y avait des robots sur Mars qui étaient en lien avec elle. Je sais pas si elle les a programmés, je sais pas. Pas eu le temps. Mais crime, j'étais là, j'ai dit, êtes-vous sérieux? Là? Vous aviez, juste 15 minutes à lui consacrer. Puis 2, vous avez parlé de toutes des affaires insignifiantes. Elle aurait tellement pu avoir des choses à expliquer fascinantes par rapport à son métier réel. Son métier, là, c'est pas d'être une femme immigrante en ingénierie. Son métier, c'est ingénieur. Parlez-moi de Ouais. l'ingénierie. Mais tu vois, ce genre d'affaires-là, ça me fait dire que dans le paysage médiatique québécois, il y a effectivement, on peut pas mentir, là, il y a une direction générale, mais la substance n'est pas généralement là. Je me souviens que le nombre de fois que j'ai fait des entrevues, c'était, je le reconnais, c'est des clichés de trucs que j'ai déjà entendus ailleurs, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, puis c'est juste remâché à la sauce québécoise. C'est pas une analyse très profonde. Et dans la droite québécoise, c'est vraiment beaucoup plus de figures intellectuelles qu'on réalise. C'est juste qu'ils sont soit beaucoup plus modestes, dans le sens qu'ils ne sont pas hyper friands de la caméra. Il y en a des cas. Je pense que Denis Julien, c'est un bon exemple de quelqu'un qui, même si lorsqu'il est à caméra, il se plaît très bien, il n'aime pas ça aller la voir pour commencer. Si elle se présente à lui, il devient un peu baveux, mais je pense qu'il la cherche pas. Ouais, il court pas mais après. il ne court pas après ça. Il y a plein de gens qui sont comme ça, mais il y a beaucoup plus de gens de droite au Québec qui ne sont juste pas avancés dans les médias et qui ne challengent pas à pousser un petit peu plus en profondeur, mais aussi à peut-être juste. Imagine-toi qu'il y avait comme, disons, imagine, mettons, que j'étais sur le plateau, tout le monde en parle. C'est tout à fait possible pour un invité de hijacker l'entrevue et de dire ah non, mais attendez, je veux vraiment en savoir plus sur ça, sur c'est quoi la technologie que vous avez utilisée. Tu peux hijacker l'entrevue comme ça, puis Guillaume Lemaitre-Vierge l'a fait, apparemment, dans le passé. Tu peux hijacker une entrevue, parler de la partie qui est bien plus intéressante, c'est-à-dire la découverte je ne sais pas c'est quoi exactement qu'elle a fait parce que je n'écoute pas, tout le monde en parle, mais c'est bien plus intéressant ces choses-là. Mais ça fait un peu qu'un contrebalancier. Puis tu ne peux pas te complaire si tu es une personne de gauche dans la version micro-ondes réchauffée que tu as obtenue, le Michelinas C'est tellement ça. C'est exactement ça. Puis j'aimerais ça, je pense que c'est ça la vertu de ce qu'on fait ici. C'est on peut avoir des gens qui ne sont pas aussi attendus, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de droite intellectuelle au Québec, c'est que cette droite-là, soit elle s'est un peu exilée, pas en termes d'endroit, mais c'est exilé à la périphérie de cette société-là, puis est resté dans son domaine d'intérêt. Mais on a, par exemple, le premier nom qui me vient en tête comme ça, Michel Loguera, qui est un chimiste, publié comme des centaines d'articles en chimie. Il est très clairement libéral, mais il ne se prononce pas là-dessus. C'est un chimiste. Mais tu pourrais avoir une conversation avec lui sur les OGM, les mythes qui sont dits sur les OGM. Puis ça pourrait durer des heures, puis on pourrait casser des discours qui sont dits dans les médias sur ben là, il faut de l'agriculture bio, puis blablabla. Ouais. Mais des fois aussi, on en a du contenu qui va aller plus, mettons, dans des idées qui ressemblent aux nôtres, sauf qu'ils sont dans la section. Si on mettait le journal en papier physique, c'était à la page 89. C'est comme hier, j'étais en train de faire la revue de presse tout pour préparer l'émission. Puis là, je vois dans le fin fond de la presse plus, la version du blog étudiant que tu peux juste consulter sur une tablette. Là,
Et là, je vois cet article-là. Il faut abolir l'école publique. Écrit par Marcel Boyer, professeur émérite d'économie à l'Université de Montréal, qui parle de comment l'école publique secondaire, il y a à peine 15% des gens qui vont là, qui se ramassent à l'université, alors qu'au privé, c'est beaucoup plus élevé. Puis là, il explique plein d'affaires qu'on avait déjà dit dans un podcast justement là, sur l'éducation, que le public ne devrait pas avoir le monopole. Mais le problème, c'est que moi, je vois cet article-là, mais il n'est pas sur le front page du journal. Il n'ira jamais de nulle part. Ce monsieur-là ne sera pas invité dans une émission pour parler du contenu de l'article. Donc, il y en a du contenu, mais j'ai l'impression qu'il est très peu mis de l'avant. Oui, puis, mais le pire, c'est que la radio traditionnelle était plus lousse par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, quand je regarde la job que l'IEDM a faite au fil du temps, beaucoup de bonnes recherches, des choses comme ça, c'était toutes des quickies dans le journal, une petite entrevue vite à TVA, on ne va jamais au plus profond du sujet, tandis que quand ils faisaient une entrevue dans un média comme Radio X, ben, ça passait quand même mieux parce qu'on prenait un peu plus de temps. C'était moins réchauffé, il y avait plus 10-12 minutes. Mais encore là, tu restes un peu sur ta faim quand tu en veux plus, puis tu sens aussi que c'est packagé d'une façon pour essayer de ne pas déplaire à personne. Puis, tu sais, il n'y a pas un laisser-aller. Quand tu arrives dans le podcast, ce que tu te rends compte, c'est que c'est beaucoup plus les deux pieds sur le pouf, puis on peut faire le tour du sujet comme il faut. Puis, by the way, si on veut changer de sujet, on va le faire. On n'est pas obligé d'aller dans le sujet en profondeur, mais si le sujet est intéressant, puis on trouve de quoi, on va le pousser. Puis, fait qu'il y a plus de flexibilité, je trouve, dans le podcast, puis ça permet à des intellectuels de se mettre beaucoup plus en valeur dans le mode de podcasting que la radio traditionnelle. Et la radio le permettait quand même de faire une meilleure job que la télé pour les intellectuels. La télévision fait une mauvaise job pour les intellectuels. C'est affreux, en fait. Oui, puis il y a deux choses, en fait. La première, c'est quand j'étais à l'Institut, quand j'étais invité à aller à la télévision, j'étais rarement là pour pouvoir énoncer mon opinion que pour énoncer mon opinion comme un quota. Dans le sens que j'étais là un peu pour remplir une boîte pour que ça ait l'air balancé. Donc, par exemple, débat suite à la mort de Margaret Thatcher, Gérald Filion m'invite avec Bernard Elie, qui est un gars bien gentil, rien de méchant, mais je suis sûr que si j'avais dit non, ils se seraient contentés de dire on a essayé d'inviter quelqu'un qui était plus de l'autre côté de la clôture, mais il n'a pas répondu, mais on n'a pas senti le besoin de faire plus d'efforts. Le blog étudiant Joanne Marcotte pendant la campagne électorale. Ouais, ça, je ne suis pas convaincu parce que la presse, ils font vraiment des efforts pour essayer de trouver du monde. Je pense que leur problème, c'est qu'ils ne savent pas qui contacter. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai, ça. Non. Mais ils savent qui contacter, là. Non. Il n'y a pas une tonne. Je le sais, j'ai déjà parlé avec Cardinal. Il dit qu'il en a essayé plein des gens de droite de temps en temps, puis que ça ne marche juste pas avec lui. Des fois, c'est qu'ils ne tournent pas. Ceux qu'il a trouvés, ils n'envoient pas leur. Il y a plusieurs contraintes. Ils ont pas capable, disons, de livrer le texte à temps. Le texte est trop technique. Le texte est mal écrit. La raison, par exemple, que moi, la presse m'avait gardé pendant longtemps sur le texte une fois ou 2 semaines, c'est parce que moi, je livrais mes textes à temps, puis je livrais des textes qui étaient bien écrits. Mais la raison qu'ils m'ont licencié, c'était parce que la pandémie avait commencé, puis au début de la pandémie, ils ne savaient pas s'ils allaient avoir les subventions du gouvernement. Plusieurs chroniqueurs ont été, à toute fin pratique, remerciés. Donc, ce n'était pas une partie de mauvaise foi. Puis, il y a aussi le fait que je sais qu'il y a plusieurs gens de droite qui ne veulent juste pas le faire, qui n'ont pas envie de s'exposer à ça. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant du pool, c'est que le pool est vraiment A, très petit, B, il faut le trouver, puis 3, c'est que tu en as plusieurs qui sont dans le pool qui ne veulent pas participer. Fait que c'est vraiment difficile. Puis d'ailleurs, s'il me le redemandait aujourd'hui, je te dirais que si la presse me redemandait de le faire, pas parce que j'aime pas dealer, je trouve François Cardinal est probablement un des meilleurs éditeurs au Québec là, en termes de journaux. Je dirais non tout simplement parce que la presse offre 200$ par article. J'écris pour le Fraser, j'écris des trucs pour American Institute for Economic Research. Je payais 500, 600 US. C'est juste pas compétitif. Fait que si je pourrais prendre le même temps pour écrire un op-ed en anglais, qui est ma langue de confort,
parce que mon travail technique est en anglais. Je vais aller vers celui qui me prend moins de coûts, mais qui me paye plus. Fait que, même moi, je ne me choisirais pas dans le pool d'écrire pour la presse. Fait que je pense que c'est plus ça le problème, c'est qu'il n'y a pas une tonne de gens qui ont envie, dans le climat médiatique, de s'exposer à un débat avec les autres, juste parce que tu te fais insulter pour 200$ par article. Je veux dire, demande à Joanne combien payer, je suis sûr qu'elle n'a pas payé une tonne. Ouais, mais en même temps, eux, d'un point de vue stratégique, là, le dernier texte de Joanne est clairement le texte de la presse qui a dû être cliqué le plus dans les dernières semaines, peut-être mois. Au Canada. C'est nous qui l'avons pompé, ce texte-là. Ouais, puis, avec d'autres gens, là, oui, ça c'est d'accord. Il n'était pas sur le site, hein? Non, il n'était pas sur le site. C'est nous qui a fait un live avec plusieurs milliers de personnes. On foutait le lien partout dans les commentaires, puis les gens cliquaient dessus, les gens le partageaient entre eux autres. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu le monde sur le Twitter de Joanne. Ah non, ça, c'est pas vrai, par exemple. Quand j'ai regardé la façon qu'il trendait, là, elle avait tellement choqué du monde. Le monde le partageait pour exprimer leur désaccord au texte. C'est ça qui l'a fait trender aussi. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la presse qui l'a poussé. C'est ça que je veux dire. Il arrivait sur le site, on le voyait même pas. Ah non, ils n'ont même pas sur le site web. Il y a peut-être un autre truc aussi qui vaut la peine de souligner. Quand tu es de droite, il y a des bonnes chances que tu sois beaucoup plus cardinal dans ton raisonnement, dans le sens que tu réfléchis de manière cardinale, je veux dire cartésien, excuse-moi, parce que je pense dans un système d'organisation. J'ai inversé des affaires dans ma tête, mais quand tu écris comme ça, c'est plus difficile d'exprimer un point, mais surtout si tu ne peux pas être émotif. Je ne suis pas capable d'écrire des textes avec de l'émotion quand j'écris. Je ne suis pas capable de faire un coup de gueule à Patrick Lagacé ou de déchirer ma chemise dans un article puis que tu sens que tu lis puis que tu as ta pression qui monte. Je pense que beaucoup de gens de droite sont comme ça, c'est-à-dire que par mindset, ils ne sont pas capables d'écrire quelque chose qui fait surgir les émotions lorsque tu lis. Puis ceux qui sont capables de le faire ne sont peut-être pas de la droite économique, mais sont probablement plus de la droite identitaire. Puis là, ils vont choquer après du gin sans alcool à l'épicerie. Je suis ami avec Richard, mais celle-là, je ne la comprends pas. Surtout la partie de consommer du gin sans alcool. It defeats the purpose. Non, c'est bon. Arrête. Je sais que tu fais ça juste pour m'écœurer. Mais c'est bon du gin sans alcool. Oui, s'il y a une compagnie de gin sans alcool qui veut commanditer le podcast, je suis ouvert. Ce serait vraiment drôle de mettre ça dans la même avec alcool, il n'y a pas de problème. Là. Non, mais ça briserait le purpose. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit légalement de faire de la publicité. Plusieurs marques, en fait, si je me souviens bien, peut-être que je me prononce tout croche, mais il y a certains types d'alcool qui ne peuvent pas être publicisés. C'est-à-dire que je pense que la distinction, si je me souviens bien, c'est que si tu vends en dépanneur ou que tu vends sur ton site à toi, donc par exemple une microbrasserie, tu as le droit de faire des publicités. Donc, par exemple, ou en épicerie, comme par exemple, quand tu regardes des pubs de Maroula. Il faudrait checker. Mais des Lays aussi. Je invente un peu. Là. Écoute, je suis vraiment sceptique. Moi, je sais qu'il y a des affaires sur YouTube que tu ne peux pas faire. Tu peux pas boire à même la canette. Ça, je me suis rendu compte de ça. Là. Il y a plusieurs chaînes qui boivent de la bière aussi en même temps qu'ils font quelque chose. Puis, ils vont toujours verser dans un verre puis ils vont boire au verre. Ils ne peuvent pas boire à même la canette. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne peuvent pas présenter la canette non plus. Il y a des lois de publicité qui sont assez touchées avec YouTube de ce côté-là. Mais pour le Québec comme tel, il me semble qu'il y en a des pubs d'alcool à la TV. Okay. J'ai trouvé, il y avait quelque chose, mais tu vois, quand on en parlait, je pense qu'il y a quelque chose que j'oublie. Voici les choses. La Régie des alcools, des courses et des jeux est en charge d'appliquer le règlement de la promotion de la publicité des programmes éducatifs. Maintenant, il faut qu'un fabricant voulant diffuser de la publicité sur des boissons alcooliques doit faire une demande d'approbation à la régie. Donc, il faut que tu fasses approuver ta pub. Toute autre personne peut également soumettre une telle demande afin de s'assurer que sa publicité respecte le règlement. OK, fait que tu fasses une demande à la régie. Exactement. En vertu de ce règlement, toute entreprise doit respecter les interdictions et les restrictions. Il est interdit, notamment, de s'adresser à une personne mineure, de présenter la consommation d'alcool comme un facteur de valorisation sociale ou comme une aide dans les... Fait que personne ne veut le faire à cause que c'est lourd.
d'inciter une personne, regarde, lève-le le morceau, d'offrir ou d'accorder un rabais sur le prix habituel des boissons alcooliques vendues. C'est ça que je me rappelais. Je me souviens qu'il y avait quelque chose, si tu voulais dire que tu vendais quelque chose, OK, c'est pour ça. Je viens de cliquer sur c'est quoi qui manquait. Tu peux pas faire de la publicité que tu as un rabais sur un bien. Autrement dit, nous autres, on pourrait pas dire le podcast est une présentation de telle place qui vend de la bière. By the way, si vous y allez en utilisant le code Trio économique, vous allez avoir 2 canettes pour le prix d'une. Oui, exact. Puis pourtant, ce qui est populaire dans le podcasting pour la commandite, c'est la microbrasserie beaucoup. Fait que mon guess, c'est qu'il n'y a juste pas beaucoup de fonctionnaires de la RACJ qui écoutent des podcasts. Ça, c'est fort possible. C'est très bien ainsi. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle, ça, parce que c'est là que j'ai vraiment un malaise avec les réglementations sur l'alcool. Ah, c'est mal foutu au Québec, les réglementations sur l'alcool, c'est affreux. Non, mais juste comme économiste, j'ai un malaise. Bon, je vais dire un biais que j'ai. Là. Je veux dire, je viens du monde de la fabrication de l'alcool. Ma famille fait dans ce domaine-là. Et tu es alcoolique, là. Ça, c'est le fun. Ouais, hey, mais ça, c'est drôle. À toutes les fois que je parle des affaires sans alcool que je bois, là, le monde, ils me disent « Oh, excuse, je savais pas que tu étais alcoolique. » Je suis pas alcoolique! Voyons donc! Non, mais c'est juste que Yann, personne comprend l'utilité à part si t'es alcoolique. Hey non, mais c'est pas parce que je suis un ancien alcoolique. Hey, j'ai déjà vu quelqu'un m'amener. Il m'offre une bière. Excuse-moi, j'ai pas de la sans-alcool, j'ai juste de la Coors. Je vais te la prendre. T'en bois quand même. Mais oui, je suis pas alcoolique, sacrément. Je bois ça parce que. Une Coors Light, c'est du sans-alcool. Ouais, c'est ça. On va se calmer. Non, mais un alcoolique ne boirait pas la Coors Light. Tout le monde comprend ce bout-là. Mais un alcoolique qui fait attention. Un vrai alcoolique ne boit pas de la bière. Ben, je pense que tu ne bois pas de la bière sans alcool non plus quand tu es un ancien alcoolique. Là. Ou que tu es encore alcoolique, mais que tu as un passé. En fait, je me demande, je ne serais pas surpris que les gens qui, par exemple, vont dans les AA se privent tellement, donc alcooliques anonymes, se privent tellement que probablement qu'ils ne prennent même pas des boissons. Moi, je pense qu'ils ne touchent pas à ça parce que le goût, tout ça, tu essaies de l'éviter. Tu n'essaies pas de. Tu essaies de t'éviter les souvenirs. Ouais, non, j'imagine très bien que ceux qui doivent faire ça, c'est peut-être plus ceux qui veulent éviter les calories qui viennent avec la boisson. C'est mon cas. Whatever. Écoute, chacun a le droit de faire ses erreurs. C'est ça la beauté de la liberté. mais pour vrai, la partie sur la réglementation, il y a quelque chose, quand je donne mon cours d'externalité avec mes étudiants, je leur dis souvent, OK, c'est possible qu'il y ait 2 externalités qui s'annulent entre elles. L'alcool, c'est le parfait exemple de ça. Quand tu bois, tu peux imposer une externalité à d'autres personnes quand tu prends le volant ou quelque chose comme ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas bu, quelqu'un qui n'a pas acheté d'alcool de sa vie pourrait se retrouver avec des risques supérieurs parce que toi, tu as un comportement particulier. Ça, c'est l'externalité négative de l'alcool, plus d'accidents de la route. Mais par contre, il y a aussi des externalités positives de l'alcool. On sait que l'alcool est littéralement un complément en termes de revenus additionnels à un diplôme universitaire ou un diplôme de formation parce que tu t'en sers comme lubrifiant social, parce que tu converses. En fait, il y a un excellent livre qui s'appelle Drunk qui explique pourquoi est-ce que l'alcool est en fait une source à un certain degré de prospérité économique parce qu'on s'en sert pour faire des échanges. Merci Yann. Je savais que tu allais la mettre éventuellement. J'avais vraiment hâte que tu mettes cette insulte-là. Pour ceux qui écoutent, il y a maintenant un bandeau en bas qui dit « Ne vous inquiétez pas, Vincent achève sa phrase, il va manquer de salive. » Ce que tu ne comprends pas, c'est que je suis tellement baveux que ça prend très longtemps à ce que je manque de salive. Donc, ceci dit, c'est que quand tu consommes de l'alcool, c'est que ça peut augmenter ton revenu parce que tu peux aller dans des événements sociaux, parce que tu peux converser plus facilement, parce que tu peux développer des liens avec des personnes qui sont un petit peu plus distantes de toi, donc accéder à des opportunités économiques supérieures. Dans ce cas-là, il peut avoir, pour une personne qui ne boit pas, il peut avoir une externalité positive dans le sens que tu es matché avec un autre employé à côté de toi qui est maintenant plus efficace, que tu as plus de gains de productivité. Donc, tu as des gains de salaire pour une personne qui ne boit pas. Bien, l'article que j'ai envoyé à Frank, c'est un de mes articles préférés. Ça montre que, puis ça, c'est le passé, le passage que j'aime le plus. We find that males who frequent bars at least once per month earn an additional 7% on top of the top 10% drinkers premium.
Fait que tu gagnes à peu près, toutes choses étant égales par ailleurs, contrôlé pour la fréquence de consommation. Mais si tu consommes la consommation optimale, right, c'est-à-dire combien tu dois par mois, te donne une prime salariale d'environ 17 Fait que quand l'État taxe l'alcool ou m'empêche de trouver les prix plus bas pour l'alcool, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit mes revenus comme personne. Fait que là, tu me dis peut-être qu'il y a des coûts sociaux qui viennent des accidents de la route, mais il y a aussi qu'il y a des coûts sociaux de la réglementation qui sont beaucoup plus difficiles à observer, mais qui existent quand même. Fait que tu sais, quand ils disent un truc de réglementation qui dit que tu n'as pas le droit de publiciser où est-ce que les prix les plus bas sont, ben, tu es en train de dire aux gens paye plus cher, donc réduis le rendement que l'alcool a sur ton revenu, et même pour les gens qui ne sont pas connectés. Ça ne veut pas dire que c'est gigantesque comme somme ou gigantesque comme bénéfice pour la tierce partie, mais l'externalité positive peut annuler l'externalité négative. Oui, puis tu sais, indépendamment de ça, en plus, c'est un aspect symbolique de l'alcool dans notre société qui est quand même pas à oublier non plus. Là. Puis je pense dans toutes les sociétés aussi. C'est tous les rituels qui sont reliés à ça. Là. Quand quelqu'un obtient un diplôme, tu lui as fait une bouteille de champagne. Ou les marins qui baptisent un bateau puis qui cassent une bouteille d'alcool après pour baptiser le bateau. Les mariages, tout ce genre de trucs-là. Il y a toujours l'alcool a toujours un rôle un peu symbolique à jouer dans des célébrations comme ça. Puis ça fait partie de la vie humaine. Là. On a les gens qui veulent... On a comme un rapport hypocrite à ça, c'est-à-dire que tout le monde le sait, tout le monde en est conscient, tout le monde l'apprécie jusqu'à une certaine mesure, mais c'est comme s'il faut le cacher, il ne faut pas trop en parler. Même quand tu as des émissions à la télé, ils boivent souvent des fausses marques de bière. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, à cause justement des réglementations là-dessus, ou encore ils font semblant de boire dans des bouteilles vides. Là. Je trouve tellement ça... C'est comme si c'est issu d'une autre époque. Moi, je trouve ça hypocrite, en fait. Tout le monde sait qu'il y a un aspect symbolique à l'alcool qui est important dans la société. Tout le monde le voit. Mais il faut comme le cacher parce que ça dérange je ne sais pas qui au final. Puis le pire, c'est que tu penses à ça. Au Québec, encore une fois, des fois, comment l'intervention de l'État peut être schizophrène en interdisant des choses comme ça. Tu interdis des sources de revenus à des nouveaux cinéastes qui essaient d'inventer des nouveaux produits. Donc là, tu es là, ils vont dire, ben, on n'est pas capable de faire de break-even sur un projet de film ou un projet de documentaire. Ben, peut-être c'est parce que tu as empêché des sources de revenus d'émerger. Ah, mais il faut des subventions comme solution. Non, il faudrait que tu arrêtes de réglementer certains comportements qui permettraient peut-être d'améliorer le flot de revenus pour les films. Tu sais, disons, ça peut être une fortune, mais disons sur un documentaire qui te coûte, disons, 100 000 $ à réaliser. Une commandite de 1 000 $ ou pour placer un produit, c'est pas un coût. C'est pas un coût majeur. Moi, je suis sûr que tu es capable de trouver une compagnie de bière ou une microbrasserie ou une distillerie qui est comme ouais, sais-tu quoi, dans le dernier film d'un tel, moi, ou sur le dernier documentaire, si le gars buvait ma bière dedans, je serais prêt à payer pourtant. T'sais. Juste pour même pour des trucs de vanité, c'est quoi le problème? Ce qui est fascinant, c'est que tu regardes aux États-Unis, puis le placement publicitaire vraiment camouflé, si on veut. Là. Il est très, très, très fréquent. T'sais. James Bond est dans une poursuite automobile. Le char qu'il conduit, c'est pas un hasard. Après ça, c'est quoi? Tu vas voir, Pepsi sont cachés partout dans les films. Coke vont être cachés partout dans les films aussi. Fait que, on se compte bien des histoires par rapport à ces réglementations-là. Pensez-vous que ça vient un peu d'un genre de... Parce qu'il y a une hostilité, je pense, en tout cas, dans ailleurs, je ne sais pas, mais je sais qu'au Québec, il y a une hostilité envers la publicité. Là. Dans le sens qu'on c'est comme une incitation implicite à consommer, c'est ce qu'il faut, c'est la sobriété. Puis... Non, mais il y a ça en arrière de ça. Là. Je pense que la publicité, c'est mal vu. Là. Écoute, on a quand même eu des partis politiques qui disaient qu'ils voulaient interdire la publicité à un moment donné. C'est drôle qu'eux ne se privent pas pour mettre des pubs de leur propre parti partout. Là, mais faut-tu rien comprendre pareil à l'économie pour interdire la publicité? Sérieusement. Franchement, pensez-vous que c'est possible d'interdire la publicité? Pensez-vous réellement que c'est possible d'interdire la publicité? Moi, je pense que moi, on passe un deal. On interdit la publicité, mais je ne veux plus jamais voir vos pancartes, je ne veux plus jamais voir vos slogans, je ne veux plus jamais voir vos dépliants, je ne veux plus jamais voir vos maudites faces dans des vidéos qui m'interrompent. Ils vont avoir leurs exceptions, eux autres. Là. Regarde, quand ils ont fait la loi là, qui t'interdisait de contacter quelqu'un dans un annuaire téléphonique s'il était sur la liste
fédéral pour se retirer. Là, Oui, il y a eu ça à un moment donné. Tu te rappelles de ça? Ben, il y a quand même une exception très forte à cette loi-là. Les partis politiques. Même si tu mets ton nom sur la liste pour ne pas être contacté pour de la sollicitation au téléphone, Ils vont les partis t'appeler pour ça. politiques ont le droit de t'appeler quand même. Ouais. Écoute, juste pour le fun, par ça, je peux faire un commentaire sur les restrictions politiques. Quand tu parles de publicité, mon meilleur tweet à vie que j'ai jamais fait, c'est que Jean-Luc Mélenchon ou Jean-Luc Méchancon, je ne sais pas lequel des deux, pendant juste avant la campagne présidentielle de Qui est 2017, le candidat de la gauche radicale française. ouais, il dit la concurrence augmente les prix parce qu'elle augmente les coûts, la publicité, la gestion. Puis moi, j'avais répondu la courbe de demande penche vers le haut, celle de l'offre penche vers le bas, comme quoi votre politique, c'est le monde à l'envers. Mais ici c'est vraiment l'idée dans la tête de ces gens-là, c'est que la publicité, c'est juste du superflu que les firmes font. Mais en réalité, quand tu y penses, que la publicité il y a deux rôles à la publicité économiquement. Mais c'est donc bien épais, ce tweet-là. C'est hallucinant, man. Ouais, je le relis, là, puis je fais, voyons, sérieux? Mais juste le début, là. La concurrence augmente les prix. Attends un peu. Écoute, Jean-Luc! Si on est pour parler du niveau de littératie économique, d'alphabétisme économique d'un politicien en général et particulièrement d'un politicien de gauche français, on risque de passer tout le show là-dessus. Donc, je propose qu'on se concentre à l'essentiel. Déjà, gauche et français, c'est un pléonasme en passant. Mais comment ça passe free, ça? Parce que, écoute, j'ai déjà entendu Françoise David le dire. Puis je pense même que c'était dans un débat que j'avais eu avec elle. Elle a choisi la bonne place pour le sortir. Ah ouais! Mais elle aurait pu se ramasser sur un t-shirt des affaires de même, Françoise. Non, Françoise David était astucieuse en entrevue, assez éviter les pièges. Vraiment très bien. C'était en entrevue. Ton t-shirt Martin School of Economics, il s'est ramassé dans un restaurant, puis il y a un serveur qui servait aux tables avec. Non, mais on te le dit. The world is a beautiful place. En quelque part, il y a une petite étoile qui s'est allumée en l'honneur de Germain pour ça. Ouais. Chaque personne qui achète un t-shirt Martin Ouellet School of Economics pour toujours permet à Germain Belzile de vivre éternellement dans nos cœurs, mais surtout dans nos rires à l'égard de l'analphabétisme économique qui existe dans la province de Québec. Mais la publicité, le point, c'est que la première chose que ça fait, c'est que si tu as un monopole qui existe, ce que tu veux, si tu veux le challenger, généralement, ce qu'un monopole a, c'est que soit qu'il y a un avantage de coût. S'il n'y a pas d'avantage de coût, il est juste le income. Il est juste, non, mais le incumbent. Il était juste le premier arrivé. La meilleure manière que tu as de le tuer dans ce cas-là, si tu as des coûts plus bas, c'est d'informer le consommateur pour qu'il se déplace vers toi. Si toi, tu as des coûts plus bas que lui. Mais tant que toi, ta publicité est moins chère, ce que tu fais, c'est que tu es en train soit de le forcer à changer ses méthodes de production, ce qui est bien, ou tu le forces à aller out of business, puis toi que tu es le meilleur producteur. La deuxième chose, la publicité... L'exemple qui sort tout le temps, c'est la fameuse chaussure Nike qui se détaille 120$, puis qui coûte à peu près 10$ à fabriquer, puis qu'à peu près tout le reste va en chèque à Michael Jordan, à Tiger Woods, puis des choses comme ça. Parce que c'est tout le phénomène... Nike, c'est une compagnie qui a été construite avec le marketing. Tout le monde comprend ça. Puis oui, il y a de la recherche et développement, puis oui, il y a des chaussures de qualité, mais en bout de ligne, c'est 10$. Sont-ils en train d'implicitement dire qu'ils devraient vendre la chaussure 10$ et ainsi faire de la concurrence déloyale à toutes les autres marques? Attends une minute. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que ces gens-là ne comprennent pas. Premièrement, Nike ne fait pas cette marge de profit-là. Nike investit énormément dans un brand, une réputation. Quand tu regardes, prends deux types de biens. Okay? On va prendre des souliers, puis on va prendre du blé. Le blé, il n'y a pas beaucoup de variance dans le type de blé. On sait qu'est-ce qu'un blé est versus d'une firme. Faire de la publicité que mon blé est meilleur que le tien, c'est pas une bonne idée. Là. Exactement. Ça, c'est parce que ce bien-là est un bien homogène ou facilement évalué. Par contre, il existe d'autres biens qu'un soulier, tu as plusieurs types de souliers différents, mais les caractéristiques du bien diffèrent selon les préférences du consommateur et ce que lui voit comme
ce qu'il veut consommer avec le soulier. Si tu veux juste l'utilité de marché, des souliers moins chers, c'est préférable. Mais si ce que tu veux, c'est un prestige, une valeur sociale, si ce que tu veux, c'est un confort, un soulier plus ergonomique. Mais là, une firme ne peut pas tout produire, elle ne peut pas tout faire sans se retrouver avec des coûts gigantesques. Donc, les firmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles produisent des biens différenciés et pour se différencier, ils investissent dans un brand, dans une marque de commerce avec lequel, qu'est-ce que tu associes avec ce soulier-là? Ben, tu associes Crocs avec les. Voyons, si tu croques, les espèces de sandales à Ouais, trottes. c'est ça. Oh, oui, Ben, c'est ça, c'est les Crocs. mais ça, c'est associé à quoi? C'est associé avec les gens qui veulent du confort dans des Faible situations coût. de travail. Faible coût, mais quand même confortable. Tu associes des souliers le boutin, je pense que c'est ça, là, les beaux souliers, des souliers de grande soirée. Donc là, les marques sont associées avec un type de consommation que les gens veulent et Ouais, tu te puis la pub déplaces va en chercher ça, dans le fond. Là. la pub crée Ben cette oui. marque de commerce-là. Ben Puis oui. ça, on a un modèle en économie, ça s'appelle la compétition monopolistique. C'est-à-dire qu'il y a juste un producteur, tu as un monopole de souliers Le Boutin et tu as un monopole de souliers Crocs. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tous ces monopoles-là produisent des substituts proches et ils ne se font pas compétition uniquement sur les caractéristiques du bien, mais sur la réputation et les caractéristiques du bien qui sont capables de communiquer aux consommateurs. La publicité, dans ce cas-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme des monopoles, parce que la partie monopolistique est importante, il les transforme dans résultats compétitifs. Donc, tu peux avoir une firme, tu as juste une personne qui fait du Coke, une personne qui fait du Pepsi, mais ce que la publicité fait dans ce cas-là, c'est que même si tu as un monopole sur Coke, tu n'as pas un résultat monopolistique. Tu as une compétition monopolistique. Tu veux la publicité dans ces cas-là. C'est important pour que les prix baissent, pour pas que quelqu'un dise, ben comme je suis le seul qui a le droit de produire du Coke, et en plus que ça a le nom Coke, ben je peux charger des prix plus élevés. Non, c'est que quelqu'un peut dire, ben Coke charge vraiment cher. Je peux créer un truc où est-ce que Pepsi ou RC Cola, où est-ce que là, maintenant, je produis une affaire. Puis là, Coke est obligé de réduire un peu ses prix. Je peux créer une cochonnerie de même, là, du cola, choix du président. Finalement, ça goûte pas mal la même affaire. Mais ce que ça fait, c'est que ça force Coke à peut-être réduire un tout petit peu ses prix, faire des changements dans sa stratégie de marketing. Puis c'est une chose que tu devrais désirer. La gauche a vraiment une vision comptable. En fait, ils pensent que tout est un monopole. Chacune des industries est un monopole. Parce que si tu arrives, mettons, j'essaie de reproduire le thinking de Jean-Luc Mélenchon dans cette affaire-là. Méchant con. Jean-Luc! Jean-Luc! Ouais, mais dis pas Jean-Luc parce que moi, c'est pour insulter Jean-Luc Picard, qui est mon idole dans un personnage de show. Ouais. Jean-Luc, son thinking, c'est qu'il dit, ben là, il y a une entreprise, il y a un coût de publicité dans cette entreprise-là qui est un gros facteur de dépense. Et cette dépense-là est entièrement refilée au consommateur. Si j'enlève, son compte même, les gauchistes, si j'enlève la publicité, j'ai moins de dépenses, le cost vient de baisser, naturellement, le prix chargé au consommateur vient de baisser. C'est simple de même. Qu'est-ce que tu comprends pas, Vincent? Ah ouais, c'est vraiment simple. Je comprends pas parce que j'ai un doctorat dans le domaine. J'aurais dû en faire un deuxième, peut-être que j'aurais compris. Ouais, t'aurais dû être c'est parce que t'as pas été député socialiste pendant 34 ans comme lui, c'est pour ça que tu comprends pas. Oui, c'est ça. Sénateur. Oui, c'est ça, il était sénateur. Mais là, il est député maintenant, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que l'école de la vie peut inclure le Sénat. Oh, oui, exact. Naturellement, ce que tu apprends dans l'école de la vie de l'Assemblée nationale, du Sénat, c'est que tu peux être moyen dans tout puis bon dans rien. Mais moi, c'est pas capable de dire ça sans rire. Mais ça me fait rire parce qu'à un moment donné, tu arrives puis tu regardes. Moi, j'ai bâti mon entreprise au complet sur le marketing. Tu sais, votre conseiller.net, on a créé ça juste avec du marketing. J'ai essayé de faire du démarchage une fois dans ma vie. J'ai tellement eu honte que j'ai dit plus jamais j'ai fait un appel téléphonique pour solliciter la clientèle d'un client. Je dois trouver une façon que le client m'appelle lui. C'est du marketing, ça a créé ça. Ben, le fait que j'ai été capable, grâce au marketing, de développer ma propre entreprise, t'es-tu en train de me dire que la publicité, c'est quelque chose de mal? Je veux dire, le fait que je sois maintenant un concurrent de plusieurs autres conseillers dans l'industrie, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde.
dans le sens que je les concurrence. Je veux dire, le fait que j'ai été capable de percer dans ce domaine-là, c'est 100% en raison du marketing dans mon cas. 100%. Pas ça a été un des facteurs. 100% marketing. Si on n'a pas le droit de faire de publicité, j'existe pas. J'ai pas d'entreprise. J'aurais jamais été capable, honnêtement. Je serais resté actuaire. Bon, comme actuaire, OK, peut-être que j'aurais eu du succès puis tout. Mais je veux dire, là, on a créé une forme de compétition avec une nouvelle entreprise. Puis cette entreprise-là, quand elle s'est développée, elle a formé d'autres jeunes conseillers qui, grâce au marketing, on était capable de les envoyer des clients. Si j'ai pas de marketing, je ne suis pas capable de les envoyer des clients. Et je suis obligé de fermer la shop assez rapidement. Je ne suis pas capable de recruter un jeune conseiller pour lui dire de venir travailler chez nous. Je ne suis pas capable d'y fider des clients. Il n'y a pas d'affaires à venir chez nous. Il n'y aura pas d'avenir. Ouais. Le marketing est fondamental. Fait que oui, il y a toujours eu une dépense marketing dans mon entreprise, mais je n'ai jamais chargé plus cher à mes clients à cause du marketing. J'ai été capable de lui offrir mes services grâce au marketing. Mes clients n'auraient jamais eu mes services sans marketing. Ça ne serait pas arrivé. Je n'aurais pas toffé plus que 6 mois dans l'industrie. Ouais. Mais je pense que la force, c'est que. Mais c'est parce que. Mais tu fais de la publicité parce que tu veux exploiter les gens, Yann. C'est ça que tu fais. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu veux voler les petites personnes en jeu. Voler. Ce que tu fais, là, c'est que la finance, c'est l'économie casino. Moi, je fourre le monde. C'est ça que tu fais. Principalement, quand tu es un conseiller, tu charges trop cher, puis tu n'as aucune valeur ajoutée, tu es juste un entremetteur, tu es trop, puis tu ne sers absolument à rien. Puis c'est ça. C'est le capitalisme. Sacré capitalisme. Ça, c'est l'autre. Toute la base. Demande à n'importe qui à droite, ils vont tous te dire c'est quoi la base du capitalisme, ils vont tous te dire la même affaire. Quand tu conclus un contrat, les deux parties sont satisfaites du contrat et sont dans une meilleure position après la conclusion du contrat qu'avant. Tout le monde comprend ça à droite. À gauche, un contrat est conclu entre un exploité et un exploitant. Fondamentalement, c'est la différence de vision entre les deux clans. C'est seulement ça. Là. Tout le reste dévie de cette différence de vision-là. Puis, à quelque part, tu te dis, coudonc, à gauche, signez-vous des contrats de temps en temps avec du monde ou vous n'en signez jamais? Avez-vous une vie sociale? Avez-vous une vie commerciale? Avez-vous fait de la business un peu? Là? Attends, mais je veux quand même juste, pour la fin de la campagne, parce que la campagne électorale montre ça, il existe encore une gauche, pas jambon, il y a une droite jambon, mais il y a aussi une gauche jambon, là. Il existe encore une gauche social-démocrate qui dit, ben, il faudrait qu'on redistribue. La gauche social-démocrate qui dit ce qu'il faut, c'est qu'on taxe un petit peu les riches, ou beaucoup, pour redistribuer vers les plus pauvres pour des raisons d'investir dans le capital humain. La taxation, c'est pas volontaire, c'est forcé. Oui, mais là, tu peux avoir une justification qui va être avancée pour l'État par ces gens-là. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que la proportion de gens qui sont de la gauche social-démocrate, pas la version où est-ce qu'on croit que le système dans son entier est tout croche. La version Mélenchon. Oui, bien ça, c'est déplaisant. En fait, le meilleur au Québec là-dessus, même si je trouve que son travail est. Généralement, je suis comme très sceptique de ses résultats parce que c'est pas les meilleures méthodes économétriques que j'ai vues de ma vie, mais c'est Alain Noël. Il a écrit son livre qui, quand même, dans l'esprit, est bon. C'est l'utopie inachevée. C'est comment est-ce que tout le temps, au final, une social-démocratie, c'est de se réinventer constamment pour des nouveaux problèmes, de changer un peu la nature de l'État pour qu'il fasse ce qu'il est capable de faire. Donc, il croit à un État relativement gros, mais qui a quand même éventuellement une limite. Puis que le but, c'est pas de changer la société, mais de régler des petits problèmes, de régler des plus grands problèmes sans faire des gros changements. Fait que c'est pas une vision que je trouve mauvaise de la social-démocratie. Je pense pas que c'est une vision que je trouve illégitime, mais les visions à l'extrême gauche, tout comme à l'extrême droite, où est-ce que là, c'est tous les immigrants, c'est de la merde, puis il y a des juifs partout, des choses comme ça. Tu sais, la version droite jambon, parce qu'il y en a une crise de portion, là. Mais mettons, tu prends aux deux extrêmes, là, le 5% des extrêmes de la droite qui est à l'extrême, le 5% de la gauche qui est à l'extrême. Ceux-là, c'est vraiment du monde déplaisant. Mais l'affaire, c'est que je ne pense plus que c'est 5%. Je pense que peut-être pas, je ne sais pas pour combien d'extrême droite il y a, mais la gauche, si tu prends le ratio des différents types de gauche, c'est sûr que le ratio en faveur de la gauche la plus extrême
a vraiment changé dans les dernières années. Puis je suis Augmenté. convaincu Ben, c'est que parce qu'il y a eu une acceptation d'une certaine manière de ce type de discours-là parce que il y en a qui ont répété, puis ont répété, puis ont répété que ouais, mais la manière douce, entre guillemets, là, celle des anciens parce que l'ancien sociodémocrate, si je résume ce que tu as dit, en gros, c'était pour redistribuer la richesse, il faut la créer. Donc, ils avaient la conscience que ça prend du développement, ça prend des projets, ça prend de la création de richesse. Les autres, ils sont contre la création de richesse, sont contre le développement, mais sont pour la redistribution, ce qui revient à dire que tu spolies les gens qui en ont plus que toi, puis là, tu as tout le discours de eat the rich, puis il y a toutes ouais. ces affaires-là. Donc là, tu n'es plus dans une gauche social-démocrate de ben oui, c'est normal, il y a des gens qui en ont plus, il y a des gens qui en ont moins, mais tu sais, le rôle de l'État, c'est de redistribuer pour que personne soit dans la rue, en gros, là, puis que les gens qui n'ont pas les mêmes chances, on puisse les aider. Avant, c'était ça le discours de la gauche social-démocrate, là. C'est aider les démunis en demandant à ceux qui en ont plus d'en faire une bonne part. Mais là, c'est plus ça, là. C'est genre celui qui est en haut est mon ennemi. C'est l'ennemi à. Tu sais, on le voit, là, la désignation de le 1%, puis ce genre de discours-là. Ça a beaucoup commencé, moi, je pense, avec Occupy Wall Street. Là. Quand ça a commencé, je pense, à mon avis, c'est là que ça a commencé à déraper, puis qu'il y a eu une radicalisation de ce genre de mouvance-là, où là, c'est plus juste on vous demande de faire une plus grosse part. C'est vous êtes l'ennemi, vous êtes responsable des problèmes. La manière, par définition, vous êtes des abuseurs du pauvre monde. Là, c'est comme un changement de paradigme total. En réalité, tu n'es plus du tout dans la gauche démocrate, mais tu es dans une gauche radicale. Là. Puis Mélenchon, je l'ai suivi assez pour savoir que son discours, c'est plus ça qu'autre chose. C'était vraiment pas de la. Tu sais, à l'élection présidentielle en France, là, ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça qui était terrifiant, c'est que tu avais. Éventuellement, là, plus tu laisses un extrême gonfler, l'autre extrême va s'alimenter. Fait que peu importe laquelle monte en premier, c'est pas vraiment important. C'est que les deux s'alimentent tellement l'un et l'autre parce qu'ils veulent. Tu sais, il y a une raison pourquoi les fascistes en Italie trouvaient que le pire adversaire, les deux, dans l'ordre des adversaires qu'il fallait haïr, c'est les autres socialistes parce que c'était le concurrent principal, mais celui dont l'essence même du discours, on le détestait, pas comme rival potentiel, c'était on doit être l'antithèse de lui, c'était les libéraux. Ben oui. C'était le centre libéral que tu prends des sociodémocrates, tu prends des conservateurs, tu prends des libéraux classiques, l'espèce de groupe de gens qui dit OK, regarde, on ne sait pas c'est quoi exactement le périmètre d'une démocratie libérale. On est d'accord de débattre un peu de ce périmètre-là, mais qu'il faut qu'on reste à l'intérieur puis qu'il existe une telle chose que trop d'États puis qu'il faut laisser de la place à la société civile. On peut débattre la valeur précise de la chose, mais on est d'accord pour qu'il y ait du principe général abstrait. C'est pour ça que moi, extrême gauche, extrême droite, pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, le gros clivage que je vois, c'est antilibéral, libéral. C'est lui le clivage qui te permet de voir en réalité où se positionnent les gens, parce qu'on l'a vu là, un peu partout. Là. Je veux dire, les gens, on nous dit qu'un tel est d'extrême gauche, l'autre serait d'extrême droite. Si tu regardes ce qu'ils racontent sur les ententes internationales, le libre-échange, tout ça, ils racontent toute la même affaire, qu'ils soient supposément d'extrême gauche ou d'extrême droite. Fait qu'au final, il y a un refus de la part de ces gens-là des principes de base que nous autres, on va accepter. Là. C'est-à-dire que le libre-échange, c'est mieux que la fermeture des frontières puis le protectionnisme économique parce que l'histoire nous montre que ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Là. Juste pour souligner un autre truc là, qui suit un peu ce que tu dis, là, mais les gens n'ont pas. Il n'y a personne au Québec qui l'a souligné, mais à la dernière élection en France, 50% des gens ont voté pour soit le Ralliement national, la France insoumise, Reconquête d'Éric Zemmour, ou le Parti communiste, Debout la France, qui est un parti assez à droite. Là, les partis que tu pourrais juger plus du centre, Parti socialiste, il porte mal son nom, là, Résistons, Europe Écologie Les Verts, je ne sais pas exactement si je les mettrais là-dedans, les Républicains puis la République en marche, ensemble, ont réussi à faire à peu près 40%. Les partis à l'extrême, là, qui ont des positions vraiment extrêmes, 60% de l'électorat environ. Mais c'est-tu le système à deux tours qui permet ça quand même? Je ne le sais pas. Je ne connais pas assez la littérature sur... En fait, il y a un théorème qu'on a en Sciences Po et en économie qui, étrangement, fonctionne très bien. C'est le théorème de Condorcet, mais
tu peux pas mal prédire. Je sais pas si c'est exactement le nom de celui-là où je suis en train de mélanger des affaires, mais tu es capable de prédire en fonction de la règle électorale que tu as, le nombre de partis que tu vas avoir en équilibre de long terme. Puis, tu peux essayer de jouer avec toutes les petites nuances de comment les gens vont voter. Tu vas pas mal avoir tout le temps. Tu peux prédire presque systématiquement le nombre de partis que tu as sur un grand nombre d'élections. Que genre, tu as des systèmes comme voyons, comme la France va avoir un nombre assez important de partis significatifs. Nous autres, on Alors devrait en que, avoir juste 2, techniquement. C'est 2 ou 3. C'est 2 spécial ou ce qui se 3. passe présentement à 5. ouais, mais à 5, c'est pas exactement à 5. Là. En réalité, c'est que tu as toujours 2 partis qui sont vraiment des contenders. Puis les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont jamais capables de grimper. Parce que ce qui se passe, c'est que tu dois rejoindre 2 points critiques dans ta chance de gagner. Un premier point critique qui te permet de gagner une première entrée dans une législature, mais ensuite un deuxième point critique qui te permet de pousser en dehors de tes châteaux forts, puis que là, tu as un broad-based support. Puis on le voit avec les conservateurs. Les conservateurs n'ont même pas réussi à passer leur premier point critique. Puis c'est possible qu'il y en ait juste un. Celui, genre, qu'à 25 ou 30 là, ils commencent à gagner des sièges. Mais à 20 ils sont tellement bien distribués qu'ils ne sont pas capables de percer nulle part. Mais Québec solidaire ne va jamais être capable de percer tant qu'il reste, disons, entre 10 et 20 parce que ça les conserve à des châteaux forts. Mais disons, une fois qu'ils topent le 21, 22, 23 ils vont commencer à percer. Là, ils vont rejoindre, ils se rapprochent de l'autre point critique, que là, ils pourraient avoir un nombre de sièges. Fait que tu as comme une sorte de vallée qui est difficile à traverser. Puis il faut que tu passes, genre, faut que tu gagnes comme 15 points pour avoir une chance. Sinon, tu es juste périphérique à l'exercice du pouvoir. Tout ce que les autres font, c'est essayer de te grappiller des votes pour eux. Mais au final, je te garantis que si le Parti conservateur n'est pas capable de remplacer, un d'entre eux n'est pas capable, là, parce que présentement, tu as l'air d'avoir un déséquilibre de court terme, mais la minute qu'il y en a un des 3 partis qui reste derrière, parce que je ne suis pas mal sûr que le PQ meurt, là, mais qu'un des 3 partis derrière la CAQ est capable de s'imposer comme l'autre, tu vas revenir à un équilibre à 2 partis où ça va être un parti puis un autre. Puis je suis pas mal prêt à parier que ça ne sera pas les conservateurs à cause de la proximité entre CAQ et PCQ. J'ai l'impression que ça risque d'être, à moins que la CAQ s'effondre elle-même de l'intérieur, ce qui n'est pas impossible, mais ça ne peut pas être 2 partis de droite qui vont se faire compétition. Il y a un employé à ma femme qui lui a dit elle a décidé de voter pour la CAQ, qui est quand même jeune. Fait que, c'est quand même surprenant quand tu regardes les sondages. Tu dis, OK, un employé jeune, il vote pour la CAQ. Puis elle a dit, juste pour le fun, c'est quoi ton idée? Ben, elle dit, moi, normalement, je voterais Québec solidaire, mais là, elle dit, je veux pas que le PCQ gagne, fait que je vote pour la CAQ. C'est pas. Fait que, tu sais, c'est ça ton enjeu là, de société. Mais ouais, mais on l'a déjà fait, nous autres aussi. En 2018, j'ai pas voté pour le PCQ. J'ai voté pour la CAQ parce que je voulais pas que Québec solidaire gagne. Tu sais. Ouais, mais là, quand tu es dans un enjeu, je veux dire, en ce moment, il n'y a pas d'enjeu là. La dernière campagne que tu parles, il y avait 3. Les sondages nous disaient qu'il y avait 3 partis qui taponnaient peut-être dans les alentours du 25-30 %. Il y avait un enjeu de changement de gouvernement. Non, mais non, j'interprétais son affaire vraiment comme étant la même chose, honnêtement. Là, c'est vraiment un vote stratégique pur. Moi, je pense que dans le système français, tu n'as pas cette notion-là tant que ça de vote stratégique, surtout pas au premier tour. Fait que ça permet l'explosion des partis comme qui voient. Ça permet d'aller chercher un peu plus les opinions qui font plus ton affaire ou ça te permet d'envoyer un message aussi. Ça, il y a des votes fuck you qui se font, à mon avis. Oui, ça, c'est sûr. En France, le parti ne fait pas ton affaire tant que ça, mais il y a certaines choses que ce parti-là a dit qui disent hey, c'est un beau fuck you à faire. Ça, il me semble que ça me ferait du bien de voter pour eux autres, juste pour cette affaire-là. Ça crée un débat de société qui est complètement différent de ce qu'on a ici. Où est-ce que ici, tu es obligé de rentrer dans le rang. Les journalistes mettent une pression pour que tous les candidats chantent la même chanson. Donc, les partis politiques, comme il faut que ça marche tout de suite à la première chance, il faut que tu sois déjà proche du centre en commençant. Tu ne peux pas espérer faire en haut de 20% ou atteindre les points critiques que Vincent parlait si tu n'es pas moindrement proche du centre. C'est pour ça que quand on arrive et on parle d'extrême droite pour QS ou même pour le PCQ, tu dis, ben oui et non, dans le sens que ça ne pourrait pas marcher un parti d'extrême avec notre type d'élection en haut de 20%.
Puis ce qui est tout le temps poche un peu avec Québec solidaire, c'est que le programme il tire vers certaines extrêmes, mais le discours des chefs est très, très, très modéré et c'est juste de ça qu'on parle. Ouais, c'est ça. C'est que t'as le parti qui est. Comment je peux dire ça? QS, c'est comme. QS, c'est comme une fille qui est vraiment laide, mais qui s'est passée chez la coiffeuse puis chez une maquilleuse professionnelle à chaque fois qu'elle va devant la télé. T'sais. Là, t'es comme, c'est bien, c'est séduisant, mais le lendemain matin, par exemple, t'as un réveil qui est douloureux. Non. J'ai une meilleure analogie. Québec solidaire, c'est comme si tu avais pris un steak, que tu l'avais bouilli, puis après, tu l'avais mis sur le grill pour y donner le perfect sear, tu sais, l'espèce de belle petite croûte avec le sel. Mais en réalité, ce que tu as fait, c'est que tu l'as bouilli à l'intérieur. À l'extérieur, il est super beau, mais en réalité, ce que tu as, c'est que tu as de la viande bouillie. Ce qui est absolument inacceptable. Ouais, puis l'œuf sur le steak annex, c'est un steak en plastique. C'est un œuf en plastique. Là, ça me fait mal, ça. Ça me fait. It hurts me where I sleep. Ah non, c'est exactement ça. Puis je sais pas pourquoi on a parlé de politique, on parlait de publicité éventuellement. Puis on voulait parler de pétrole. Ça rejoint les deux sujets parce que c'est pas pour rien que j'avais pris cet exemple-là, c'est que la politique ne peut fonctionner à quelque part que sur la publicité. C'est ça le paradoxe des. C'est juste ça de la publicité. Ben oui. Ils font rien d'autre que ça. Je veux dire, c'est des campagnes électorales ambulantes, ces personnes-là. 4 ans. Les 4 ans qu'ils sont au pouvoir, là, hey, tout leur focus dans leur vie, c'est de faire grandir leur compte Twitter, faire grandir leur compte TikTok, faire grandir leur compte Facebook. TikTok, c'est à notre grand détriment. Ça, il faut l'avouer. Ce qui est le plus paradoxal là-dedans, c'est que tu as un parti comme Québec solidaire qui commence à intérioriser des thématiques, en tout cas qui flirtent très fortement avec la décroissance, mais que eux, par exemple, leur parti, il ne faudra pas que ça décroître. Non. Va falloir qu'il y ait une croissance, puis il faut qu'il y ait le plus de membres, qu'il y ait le plus de votes, puis hey, on développe nos affaires. Ah, tiens donc. Là, tout d'un coup, quand il est question de la croissance d'un parti politique, là, c'est important de croître. Là, il n'y a pas de limite possible au développement. Et là, on peut sillonner les rues et les routes du Québec pour aller recruter le plus de membres possible. Ce qu'on a même vu, c'est que for the greater good, tu peux enfreindre des principes ou des choses. Ça a toujours été le bout qui m'a fasciné aussi avec eux autres. Leur perception de l'économie, c'est réellement que c'est la loi de la jungle, la compétition, la concurrence trop agressive, le capitalisme sauvage. C'est ça qu'ils ont en tête quand ils parlent de capitalisme, alors que l'élection, c'est en toute fin pratique une énorme compétition, si on veut. Et c'est les premiers à vouloir jouer déloyal. T'es là, tu te dis crime. Mais je pense que ça ne fait pas vos affaires. Mais je pense que l'impression pas l'impression, mais l'idée qu'on a un peu des fois, tu te dis comment ça se fait qu'avec des propositions aussi radicales en matière d'économie, on fait quand même passer ça comme un parti comme les autres, un parti modéré, alors que, mettons, que ce soit au fédéral ou au provincial, un parti qui va arriver avec des idées économique plus de droite, ben, on ne parlera pas de ça non plus, mais on va essayer de trouver la déclaration qu'un tel a faite sur, je ne sais pas moi, les musulmans, whatever. On essaie de trouver un truc et là, on fait passer ces gens-là pour des fous, alors qu'en réalité, le programme est très modéré là, d'un point de vue économique. Moi, je pense que la raison est simple, c'est que beaucoup de gens ne comprennent absolument rien à l'économie et ne s'y intéressent pas. C'est pas un sujet qui va chercher beaucoup les passions. Là, tu vois, je tire un peu dans notre propre chaloupe parce que c'est ça le sujet du podcast. Là. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui touche l'imaginaire des gens ou qui peut susciter une grande émotion au même titre que si tu arrives avec des statements sur le mariage gay, l'avortement ou ce genre de choses-là, où là, tu vas aller toucher des gens là, qui vont avoir une réaction émotive. Instantané, où là, tu es mobilisé devant une menace ou genre, est-ce qu'il a dit sur l'immigration ou sur les gays ou ça. Là, ça vient choquer des gens. Mais si tu dis aux gens que ton programme, c'est de nationaliser tous les abattoirs du Québec puis de mettre des menus de végé pâté dans les hôpitaux, les gens sont comme... Il y a une exception. Le seul débat économique qui crée une émotion instinctive immédiate, c'est l'essence. Ouais. Tout le monde a une opinion sur l'essence. Tout à peu près la même opinion. On se fait fourrer par les pétrolières. Okay? Ça, c'est l'opinion, le mythe généralement reconnu au Québec. Oui, ça fait que tu peux être PSPP dans un débat puis dire, ben,
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taxer les pétrolières, puis ils ne vont pas passer le prix aux consommateurs. Hey, ça, il s'en est-tu tiré avec ça? Personne n'a pas. Ben, il faut que j'y donne de quoi, puis on termine la partie pour tout le monde là-dessus. Il y a Legault là, qui a dit que c'était n'importe quoi, mais c'est le seul. Personne n'a saisi à balle. Tout le monde, normalement, aurait dû se tourner vers lui. Ah, Ou c'était quand genre, il était questionné par des journalistes, disaient écoutez, c'est n'importe quoi. Puis avant ça, n'oubliez pas qu'il avait sorti l'idée du prix plafond, là, où il disait qu'on ne pourrait pas vendre et personne ne l'a challengé Un là-dessus. couple de mois, ça. Hein? Ben oui, ça a été sa première idée. Avant de taxer les surprofits, il s'était dit je vais mettre un. D'ailleurs, juste l'expression surprofit. Il n'y a personne qui pose la question c'est quoi un surprofit? J'ai jamais entendu parler de ça, un surprofit. Mais... Ah, ça, c'est un mot qui est tellement souvent envoyé, puis je ne le comprends pas. Ça ne veut rien dire. By the way, je dis ça juste comme ça. Je dis ça juste comme ça. Là. Présentement, là, les pétrolières, selon PSPP, feraient trop de profit. Est-ce qu'on peut remettre sur le nez à nos politiciens qui ont mis de la pression sur la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour qu'elle liquide tous ses stocks de pétrole dans la pire année à peu près pour le faire, genre 2020, début 2021? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est parce qu'on en avait des stocks pétroliers dans notre bas de laine du Québec. Puis on les a toutes vendus ou presque. Tandis que c'est à peu près les meilleures actions à avoir dans des portefeuilles dans les derniers mois, dernière année. Yann, la Terre a mal. Là. C'est ça que tu comprends pas. Là.